Congo-Kinshasa, bonsoir Brazzaville, bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre, une émission du rythme avec l'actualité. Personne n'ignore et surtout que je vais parler ça dans l'affirmative juste pour donner l'ampleur au moins de cette thématique de notre soirée. Dans République démocratique du Congo, avec notre invité, je crois qu'il va aussi confirmer cette proposition qu'on a besoin beaucoup plus de chefs d'entreprise et non de entrepreneurs. Alors, quelle politique transformationnelle faut-il mettre en place pour la jeunesse congolaise? Une question posée tout de suite avec de réponses à travers notre invité, expert à l'économie industrielle. Donc il s'agit de M. Jean-François, il est l'habitué de cette émission. Il est le président de la fondation From Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame. Au plaisir de se retrouver sur votre plateau, c'est toujours un plaisir. Voilà, vous allez bien j'espère. On essaye, on essaye. On va commencer d'abord avec les news de la fondation From Africa. Où en sommes-nous? Non, avec la formation From Africa, au démarre, j'essaie de repositionner, je dirais, cette vision que j'ai avec mes membres fondateurs, qui est d'apporter des métiers et des professions nécessaires à l'industrialisation des ressources du pays. Industrialisation industrialisation des ressources du pays, les ressources minières, forestières, agricoles, piscifères, etc. Alors, s'il faut faire d'abord l'état de lier de ces secteurs-là, qu'est-ce que ça te faut? Il y a l'évolution, ça marche, ça casse ou bien ça passe de votre côté? Non, moi je prendrai juste un exemple. Aujourd'hui, on a lancé le gouvernement a lancé plusieurs projets, d'accord? Les projets se trouvent sur la petite entreprise, qui apporte des fruits, il y a des résultats au niveau petit, mais ces petits résultats sont des résultats, je dirais, de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas ça qui va développer le pays, c'est pas ça qui va amener un développement du pays. Et si on prend ça, il y a déjà des résultats, ça permet, c'est déjà une bonne école, l'entrepreneuriat c'est une bonne école pour les gens. Mais ça n'apporte pas l'évolution ou encore le développement d'une nation, c'est ça? Non, ça n'apporte pas le développement, ça permet de créer, je dirais, un maintien à certaines personnes d'avoir un potentiel financier pour pouvoir survivre. L'entrepreneuriat, c'est pour survivre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de passer de l'entrepreneuriat à devenir après vraiment un entrepreneur ou un promoteur. Entrepreneur, c'est bien travailler, etc. Et entrepreneur. Mais tout ça après, pour se développer de l'entrepreneuriat vers entrepreneur et promoteur, il faut avoir un état d'esprit. Et là, c'est un grand problème qu'il y a aujourd'hui dans la mentalité des Congolais et des Congolais. Comme ils sont tellement habitués à travailler dans l'entrepreneuriat, ça veut dire seul, être le patron avec quelques employés. C'est ça l'entrepreneuriat. Il y a des conditions qu'il faut réunir pour travailler dans les secteurs de l'entrepreneuriat. Non, dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, vous avez 12 millions de gens qui sont dans l'entrepreneuriat à RDC. C'est énorme même. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est énorme. Mais là, de partout, c'est-à-dire des gens qui se débrouillent, qui ont des capacités, et je dirais même aujourd'hui que les institutions, même internationales, ou même de la RDC, n'ont même pas une vision, un existe, de savoir quelle est la capacité de ces 12 millions de gens à travailler l'agriculture, la pêche, l'élevage, la transformation du bois, les métaux, etc. Parce que personne ne va sur place les voir. Et si la réponse que je fais, c'est souvent les gens sont ici à Kinshasa, veulent tout décider, préparer les projets avec les bailleurs de fonds, les institutions, mais ils n'ont pas la vision de ce qu'il y a sur place. Les Congolais savent travailler, je le dis, moi je suis depuis 46 ans dans le pays, et je dis les Congolais savent travailler, les Congolais savent exploiter la forêt. Ils n'ont pas... Mais après, il y a des éléments pour pouvoir les aider. Donc, comme ils savent travailler, ils sont dans l'entrepreneuriat. On n'a même pas besoin de les former dans l'entrepreneuriat. Ils savent travailler dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il faut les aider à devenir des entrepreneurs. Ils n'arrivent pas à respecter peut-être le principe, soit les normes que l'entrepreneuriat demande ou bien exige au moins pour les bons fonctionnements. Non, non.
l'entrepreneuriat aujourd'hui, vous avez, si vous vous tournez dans les quartiers de Kinshasa, vous allez en Provence, vous avez des gens qui travaillent la terre, qui font l'élevage, de la pisciculture, il y en a plein. Seulement après, il n'y a pas d'élément de synergie permettant un développement, une logistique, le transport, les routes, le chemin de fer, la logistique des achats, et puis la pression, là on va revenir, la pression de l'État. Cela indique à quoi la mauvaise politique mise en place ou bien par rapport au manque de volonté aussi de la part des autorités compétentes? C'est ce manque de vision. C'est pas un manque de... Il y a des gens très compétents aujourd'hui, mais ils n'ont pas la vision. Parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Voilà, ils vont très rarement sur le terrain. Quand un ministre va voir une ferme et passe quelques minutes, il n'a pas la connaissance réelle du travail que fait l'entrepreneur, parce que c'est déjà un entrepreneur. Mais il n'a pas la formation, il est dans l'entrepreneuriat, il va essayer de faire de l'agriculture, de la forestation, etc. Et puis, je vous disais, il manque de logistique, il manque d'appui de l'État, il manque des appuis financiers, et puis après, il y a tous les tracasseries qui sont donnés dessus. Aujourd'hui, vous voulez passer de l'entrepreneuriat à devenir entrepreneur. D'accord? Il faut aider les gens. Il ne faut pas mettre des tracasseries, il ne faut pas mettre des tâches. Le problème de la RDC, d'accord, au lieu d'essayer d'aider la jeunesse à démarrer, dès le départ, on va mettre des contraintes financières à payer, des taxes, des redevances, des agréments, etc. Mais non. C'est des gens qui n'ont pas de moyens financiers. Les banques ne sont pas là pour les aider. Si vous ne les aidez pas, si vous leur mettez déjà dès le départ des contraintes financières, ils ne pourront pas se lancer à devenir, je parle, quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, qui va devenir un entrepreneur. Il faut mettre aujourd'hui, de dire aux gens, vous avez par exemple un moratoire de 3 ans, d'accord, avant de commencer à payer des taxes et des impôts. Il faut faciliter les choses pour que les gens puissent se lancer. Parce que pour eux aussi, devenir un entrepreneur ou un promoteur, ça nécessite des moyens financiers. Là, on passe de l'entrepreneuriat à être entrepreneur. Et vous avez posé la question tout à l'heure. Après, pour passer d'entrepreneur ou le promoteur à devenir un chef d'entreprise, parce que le problème de la RDC, tout le monde parle de créer des emplois. Mais moi, je le dis depuis plus de 20 ans. Si vous voulez créer des emplois, comme l'objectif de l'État aujourd'hui dit, nous voulons créer 6 millions d'emplois. Mais il faut créer aujourd'hui au moins 20 000 entreprises. Ce n'est pas les entreprises qui existent aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de pouvoir créer ça au moins à l'espace de 5 ans? C'est faisable. Il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Aujourd'hui, on peut le faire. Mais, alors, on va y venir. Je voulais terminer là-dessus. Donc, pour devenir des chefs d'entreprise, pour pouvoir créer ces emplois, ce n'est pas les entreprises qui sont là aujourd'hui qui vont créer ces emplois. Ils ont déjà leur marché, etc. Et donc, qui va créer les entreprises? Il faut que ce soit des jeunes formés. Mais aussi créer des entreprises dans quel secteur? Les secteurs du commerce, des services sont déjà aujourd'hui saturés en RDC. Et donc, il faut créer des entreprises dans la valorisation des ressources du pays qui ne sont pas mises en valeur aujourd'hui. C'est ça le problème le plus important aujourd'hui. C'est d'avoir cette vision-là aujourd'hui, de dire on va mettre nos ressources, on va apporter, et c'est là où, au sein de la Fondation Formatrice, avec mes petits moyens, ma petite équipe, on essaie de sensibiliser les jeunes, parce que tout ça, ça dépend de la sensibilisation. Donc on sensibilise les gens, et je le dis au gouvernement, il faut y aller dans ce sens-là. Je le dis au gouvernement parce que le gouvernement est souvent dans le schéma que leur imposent les partenaires bailleurs de fonds. Qui ne sont pas dans ce schéma-là aujourd'hui. Vous savez, les partenaires bailleurs de fonds, aujourd'hui, ils ont un schéma, ils ont des contraintes internationales, ils sont les acteurs de la géopolitique, ils sont les acteurs, et je le dis depuis des années, de la volonté de ne pas industrialiser l'Afrique. Si on avait voulu, si les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la BAD avaient voulu aider l'Afrique à se développer d'une façon industrielle, ils auraient donné les moyens de logistique pour faire des centrales hydroélectriques, pour faire des routes, pour faire des chemins de fer, ils ne l'ont pas fait. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas aujourd'hui, qu'on me montre, aujourd'hui, moi en tant qu'économiste industriel, j'étais quand même devant la Banque mondiale, donc je sais ce que je dis, j'ai quitté la Banque mondiale pour devenir indépendant,
Parce que Bargonda n'avait pas cette vision de faire l'industrialisation des ressources de la pêche. Quels sont les effets alors de la désindustrialisation dans une nation, soit dans une ville? Non, non, il y a eu une désindustrialisation. Que ce soit les effets au moins positifs, que ce soit les effets négatifs au moins de ça. Non, il y a eu une désindustrialisation avec l'organisation dans les années 75. Et depuis, après, il y a eu aussi la chute de la formation professionnelle. Et c'est tout un ensemble. Avoir une politique d'industrialisation. Il faut commencer d'abord à former les gens. Alors, ça c'est l'élément important. Et là, je dis toujours, regardez ce que la Chine a fait. La Chine n'a pas commencé à faire l'industrie telle qu'on la voit aujourd'hui. La Chine a commencé, il y a plus de 60 ans en arrière, à former des ingénieurs, à former des agents de maîtrise, à former des cadres industriels. Alors apprendre, d'abord déjà à les sensibiliser. C'est là où je reviens. Il faut sensibiliser les jeunes. Je m'adresse à eux quand je parle. Je dis aux jeunes, vous devez vous sensibiliser la première chose, d'accord, à connaître quelles sont les ressources naturelles de votre pays. Quelles sont les capacités que le sol, le soleil, le sous-sol, l'eau a donné à ce pays en matière minière, forestière, etc., que vous pouvez prendre ces produits-là et les industrialiser. Là, j'espère que les jeunes déjà sont au courant de ça, ils connaissent mieux les ressources naturelles, que ce soit les sols et les sous-sols de la République démocratique du Congo. Alors, non. Une fois qu'ils sont déjà, une fois qu'ils ont au moins la connaissance sur ces ressources, quelle étape faut-il encore au moins? Après la deuxième étape, mais ça vous dit que les jeunes connaissent, je vous dis non. Les vieux connaissent. Les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas les capacités des ressources naturelles du pays. Je le vois tous les jours. Ce matin, j'étais en contact avec des gens qui sont dans l'extraction des rubis, des tourmalines, des émeraudes, des quartz, d'accord? Ils ne peuvent pas se développer. Il y a tout un système, le ministère des Mines, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est un autre problème aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de textes, il y a tellement de contraintes. Cette ignorance est dite par rapport au manque de l'information qui est cachée au moins pour qu'ils ne soient pas au moins à mesure de pouvoir connaître les ressources au moins. Voilà, donc les jeunes aujourd'hui, ils sont pris, je pense qu'il faut rester réaliste, madame. Le problème, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils sont à Kinshasa, ils viennent tous à Kinshasa, ils voient le service, les activités commerciales, ils sont pris par leur téléphone, par leur smartphone, d'accord? Ils voient la vie politique. Moi-même, parmi les gens que j'ai formés, dans les dernières élections, j'ai eu plus de 150 personnes que j'ai formées pour des entrepreneurs qui se sont présentés comme députés nationaux ou députés provinciaux. Parce qu'ils ont oublié. C'est un secteur qui paye mieux qu'il est. C'est le problème, il est là. Les jeunes aujourd'hui, dès qu'ils sont à Kinshasa, ils perdent. Et puis je vous dis, après, il y a le problème, pour développer les ressources du pays, il faut expliquer aux jeunes aujourd'hui que ce n'est pas à Kinshasa qu'ils vont développer la mise en valeur des ressources naturelles. Et les ressources naturelles, elles sont dans les forêts, elles sont dans la savane, elles sont dans les sites miniers, elles sont au bord des rivières, elles sont dans les lacs. Si vous restez à Kinshasa, vous n'avez rien développé. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une sensibilisation importante à faire, à sensibiliser les gens, puis en même temps de leur expliquer. C'est-à-dire, il faut en même temps leur dire comment ils vont pouvoir aller s'installer. J'ai formé des gens dans la pisciculture, d'accord? Mais dès qu'il a fallu les envoyer, parce que ce n'est pas dans la ville de Kinshasa qu'on fait la pisciculture, c'est à 70 km, à 150 km, ah mais il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de maison, eux ne vont pas. Donc c'est pour ça que je dis le développement c'est une synergie. C'est les conditions, les conditions de logement qui posent problème auprès de jeunes toutefois. Oui, parce que c'est les ressources, d'accord, c'est vraiment important. C'est pour ça que je reviens à un exemple que je cite toujours, universitaire, que j'ai appris à l'université. Il est important, et ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est Napoléon Bonaparte en 1805 qui a créé les fermes écoles entreprises sur le territoire français, sur tout le territoire français, pour que les gens puissent avoir un cadre, une école, une entreprise, une ferme, etc., pour pouvoir se développer. C'est ça qu'il faut mettre en place. Il faut chercher aujourd'hui ce qui a été positif dans le passé, dans le domaine minier, dans le domaine agricole, etc., pour l'expliquer aux jeunes. Donc, premier élément, expliquer aux jeunes les ressources du pays qu'ils peuvent mettre. Faire des plantes médicinales,
pour faire de la production de vaches laitières, faire des moments. J'ai vu depuis, c'est pas d'aujourd'hui, je vous l'avais déjà dit déjà. J'ai dit, parmi les jeunes, j'ai expliqué, pas une fois, j'ai donné ce fois plusieurs fois comment on fabrique des bonbons. Il n'y en a toujours pas. Mais il y a eu un incident sur d'un bateau qui a chaviré en faisant des morts. Problème de gilet de sauvetage. Si les personnes qui me connaissent, qui savent, que ce n'est pas d'aujourd'hui, je dis, mais pourquoi il n'y a personne qui veut créer une petite entreprise de confection pour faire des gilets de sauvetage? C'est facile à faire. Et je vais même vous dire une chose. Dans beaucoup de pays, aujourd'hui, on fait des gilets de sauvetage, vous savez avec quoi? Avec les bouteilles. Vous savez, en plastique que vous êtes. Parce que ça, quand c'est fermé, bien isolé, c'est mis dans le gilet, ça permet de flotter. C'est facile à faire un gilet de sauvetage. Bien sûr, on ne va pas faire un gilet de sauvetage à une marque internationale. Mais on peut faire déjà, j'allais dire, excusez-moi le terme, artisanalement, on a tout ce qu'il faut en RDC pour faire des gilets de sauvetage. Oui, pour vous dire. Mais qui va le faire? Qui va le faire, c'est ça aussi la question. C'est là où dans la deuxième démarche, je leur donne des éléments financiers. Parce que les jeunes aujourd'hui, s'ils se lancent dans un projet, ils veulent savoir combien ils vont gagner. Je le dis toujours, dès que vous faites des vaches laitières et vous avez à peu près 80 vaches laitières, vous faites 10 000 $ de bénéfices par mois. Quand vous dites ça à un jeune, et que vous lui expliquez qu'en 3 ans ou 4 ans, il peut avoir, en partant avec 4 vaches laitières au départ, il peut avoir, au bout de 4 ou 5 ans, il peut avoir 80 vaches, et qu'il va générer 10 000 $. Et qu'on essaie de l'aider à avoir ces 4 premières vaches au départ. D'accord? Mais que ce soit dans le domaine de la pisciculture, dans le domaine minier. Aujourd'hui, je ne le comprends pas. Je vous dis, je suis dans le pays depuis 46 ans. On avait, en 78, quand j'ai débuté ma carrière à RDC, il y avait des fonderies, il y avait des petites tailles de pierres précieuses. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors, s'il faut parler, moi, de la chaîne de valorisation, par où faut-il commencer ça c'est la deuxième étape, vous avez raison de me poser la question. Première étape, c'est connaître les ressources. Deuxième étape, c'est d'apprendre aux Congolais à travailler en équipe. Parce que quand ils sont dans l'entrepreneuriat, ils travaillent seuls, avec 2-3 employés, même souvent ils sont seuls. Mais dès que vous êtes un entrepreneur, vous allez devenir un chef d'entreprise, vous allez avoir des collaborateurs, des associés avec vous au capital. D'accord? Et associé au capital, ça veut dire savoir parler avec eux, savoir manager, savoir les driver, etc. Et même les savoir aussi, leur faire confiance pour se développer. Ça, c'est un problème qu'il y a en RDC parce qu'aujourd'hui, la jalousie est un élément important dans les conflits qu'il y a au sein des gens qui commencent à travailler ensemble. C'est pour ça que beaucoup de gens créent des SARU, sociétés à responsabilité unipersonnelle, et non pas des SARL, parce que c'est difficile de travailler en équipe. Donc, il faut changer aussi cette mentalité. Troisième élément, c'est leur apprendre maintenant la chaîne de valorisation. Ça veut dire, il faut dire à des jeunes, ne vous mettez pas tous dans un même secteur dans la chaîne, il faut des gens qui vont travailler à certaines étapes, à l'emballage, à la transformation, à la commercialisation, etc. Donc, une chaîne de valorisation des ressources, qu'elles soient minières ou agricoles, c'est entre 15, on va dire, 15 et 18 entreprises. C'est ça le problème le plus important. Et donc, il faut expliquer aux jeunes que ne faites pas tous la même activité, faites des activités complémentaires qui vont vous permettre. Mais c'est que nous vivons moins en RDC, surtout dans la province de Kinshasa, c'est le contraire de ce que vous venez juste de soulever, parce que vous allez juste observer avec moi que vous allez remarquer dans nos coins ici, ce sont les mêmes activités qu'un jeune, dans ce même avenir, vous allez trouver 3-4 jeunes pratiquent les mêmes activités. Là, il n'arrive pas au moins à mettre en valeur pour moi ce que vous avez décrit comme étant la chaîne de valorisation. Madame Mélanie, depuis que je suis là, j'ai parlé à des milliers de jeunes. Sur les milliers de jeunes à qui j'ai parlé, je peux vous dire que, sans exagérer, j'ai aidé, j'ai formé beaucoup de monde, et parmi les gens formés, je peux dire qu'il y en a au moins 300 qui ont créé des entreprises. Et ce sont aujourd'hui plus des entrepreneurs, ils sont des chefs d'entreprise. Donc ça veut dire que quand on parle aux jeunes, quand on leur donne des éléments, on leur donne des informations, on leur donne
des possibilités. Dans le lot, je n'ai pas dit que c'est mon expérience, c'est quand on comme, je reviens au problème des 6 millions d'emplois. Je vous ai dit qu'il faut créer 20 000, à peu près 19 000, 18 000 entreprises, de différentes sortes. Ce n'est pas tous les mêmes entreprises. Il y a 11 catégories d'entreprises différentes. Il faudrait entrer dans le détail. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui sur ces emplois-là, c'est que pour faire créer ces 19 000 entreprises, il faut au moins 2, 3, 4 associés dedans. Donc ça veut dire 80 000 personnes à former, à mettre en place. Mais pour former 80 000 personnes, vous êtes obligé de sensibiliser avec à peu près facilement, je veux dire, peut-être 500 000 jeunes. Vous allez sensibiliser 500 000 personnes, vous allez avoir un taux d'échec de gens qui ne vont pas s'intéresser, vous allez avoir 80 000 qui vont s'intéresser à devenir des cadres, des futurs chefs d'entreprise. Ils vont se mettre ensemble, ils vont créer 19 000, 18 000 entreprises, ils vont embaucher du monde à partir des ressources naturelles. Là, je vais quand même, parce que je l'avais dit au début de cette émission, qu'il nous faut, au moins en République démocratique du Congo, on a beaucoup plus besoin de chefs d'entreprise et non les entrepreneurs. Alors, il y a ceux-là aussi qui m'ont posé des questions. Comment faut-il expliquer cela? Votre argumentation par rapport à cette problématique. Le chef d'entreprise, c'est déjà quelqu'un qui a subi des formations, etc., qui a déjà, je dirais, la potentialité. Pas tout le monde est chef d'entreprise. Mais ça, on le découvre. Et à des fois, ils ont certaines capacités, mais avec les formations, avec les contacts dans les salons, des fois, avec les partenaires, etc., ils vont aussi apprendre, ils vont commencer. Vous savez, on ne devient pas un chef d'entreprise en claquant les doigts. C'est tout un travail, une progression à mettre en place. Puisqu'il y en a qui sont déjà arrivés chefs d'entreprise, c'est pour ça que je dis que la potentialité existe. Mais il faut être derrière eux, il faut les aider, il faut les assister, etc. C'est possible d'être entrepreneur, chef d'entreprise? Entrepreneur, c'est la première étape avant d'être chef d'entreprise. Entrepreneur, c'est là où il va préparer son projet. Soit parce qu'il maîtrise la technicité, la technologie, la spécification technique de ce qu'il va faire, soit il est entrepreneur, et là, il maîtrise essentiellement peut-être les problèmes, je dirais, de comptabilité commerciale, etc. Il n'a pas la technicité. C'est pour ça que... Il y a des conditions, soit il y a des exigences que ça demande juste pour être au moins un chef d'entreprise, pour répondre aux critères alors aussi. Dans une société, dans une entreprise quelconque. Être un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui va avoir les capacités de faire du management, de pouvoir participer, de faire participer ses collaborateurs. Vous savez, un chef d'entreprise, c'est comme un entraîneur de football. Il a un ensemble de collaborateurs avec lui et il doit chacun les diriger, leur expliquer, toi tu es un avançant, toi tu es le gardien de but, toi tu es un ailier. C'est ça un chef d'entreprise. Je prends cet exemple. Ce n'est pas le vrai exemple, mais comme les jeunes sont pris par le football, je préfère leur faire comprendre que être un chef d'entreprise, aujourd'hui, c'est un peu l'image de l'entraîneur qui va driver son équipe pour gagner. Eh bien, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui va driver son chef du personnel, son chef des achats, le responsable du magasin, le responsable de la production, etc., le chef comptable, le responsable financier. C'est lui qui va driver tout ça. Alors, s'il faut parler au moins sur la politique, parce que je l'ai évoqué aussi, notre problématique, c'est la politique transformationnelle pour notre jeunesse, de pouvoir se retrouver sur tout le plan, que ce soit du côté de l'entrepreneuriat, que ce soit du côté des entreprises privées, publiques. Quelle politique transformationnelle faut-il mettre en place? En tant que votre... Moi, je dis la première chose qu'il faut aujourd'hui, il faut aider le plus possible les ASBL à... C'est les ASBL aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Moi, je le préconise depuis des années. Je dis ce qui est important aujourd'hui, c'est que les ASBL, comme l'État ne peut pas tout créer, même s'il met en place 2-3 projets, d'accord, c'est que les ASBL puissent au sein de ces ASBL avoir des structures de formation professionnelle. Parce que les ASBL, ils sont en province, ils sont dans les champs, ils sont dans les mines, etc. L'État ne peut pas faire, par exemple, d'école des mines. Mais les ASBL minières,
on me dit maintenant SARL, WADA, etc. Je ne veux pas entrer dans les détails, c'est assez compliqué à rentrer là-dedans. Je dis qu'aujourd'hui, pourquoi les sociétés minières, pourquoi les coopératives minières, pourquoi les coopératives agro-pastorales n'ont pas une activité de formation professionnelle, puisque l'État ne peut pas tout faire. C'est eux les outils. Et il faut les aider. Il ne faut pas venir à mettre des taxes, des contraintes, etc. Laissez-les démarrer. C'est ça qui bloque aussi le développement, c'est ça qui décourage aussi les jeunes de pouvoir, pour moi, beaucoup plus s'impliquer dans les affaires, ainsi de suite. Oui, le système associatif, et en plus le système associatif, c'est une bonne école pour les jeunes, parce que ça leur apprend à travailler en équipe. C'est déjà la première base. Vous savez, il est plus difficile de faire le management d'une ASBL que de faire le management d'une petite SARL. Quand vous avez une ASBL avec une centaine de membres, c'est plus difficile à gérer que d'avoir une entreprise avec 4 salariés, avec une activité. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, non, tout ça, c'est les éléments qu'il faut mettre en place impérativement, de sensibiliser les gens, etc. Mais c'est faisable. Les Congolais ne sont pas, j'allais dire, comme certains peuvent le dire, inaptes à être des chefs d'entreprise. Les Congolais peuvent être des chefs, et la preuve en est, c'est que les Congolais qui sont partis à l'international, qui sont entrés dans ces réseaux pour devenir des chefs d'entreprise, beaucoup ont réussi. Donc ça veut dire que le problème, s'ils réussissent à l'étranger, dans d'autres pays qui sont parfois difficiles, pourquoi ils ne réussissent pas ici? Parce qu'ici, il n'y a pas, je m'excuse de dire ça, j'ai parfois... J'ai raison peut-être de soulever que c'est la politique transformationnelle qui pose le problème, qu'on n'arrive pas au moins à former, on n'arrive pas à sensibiliser, on n'arrive pas à mettre en valeur tout ce que vous avez juste évoqué ici. C'est faux, et ça simplement par rapport parce qu'à RDC, je m'excuse de dire ça. Je viens au cas du secteur minier particulièrement. On fait un code minier, on fait un règlement minier, on fait des projets qui sont des mesures, les lois, c'est des lois. Mais avant, on ne s'est pas posé la question. Quelle est la politique publique qu'on doit mettre en place pour développer le secteur minier? Quelle est la politique publique qu'on doit mettre en place? Si vous faites des lois, la RDC, comme d'autres pays africains, vous êtes tombé dans le piège des bailleurs de fonds, des institutions internationales. On vous fait faire des lois, d'accord? Je l'ai dit récemment dans une autre émission, d'accord? C'est bizarre, la RDC a fait le code minier, mais en même temps, tout le monde a fait le code minier. Mais je vais vous dire mieux, ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, le Burundi, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, on fait aussi la révision du code minier. Qui était derrière tout ça? Analysez les choses. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce cas. C'est pour vous dire aujourd'hui qu'on pousse les pays, les politiciens, entre guillemets, qui sont souvent des gens du système juridique, ça veut dire des juristes, etc., d'accord, de travailler sur des lois, des textes ou des tarifications, amener de l'argent dans l'État. Il faut oublier moi, ça. je souhaiterais y revenir d'abord deux pas en arrière, partant de ce que vous avez évoqué comme étant une politique publique qui n'est pas mise juste en valeur pour la République démocratique du Congo, de pouvoir développer, faire développer au moins ces jeunes, parce que lorsqu'ils sont à l'extérieur du pays, ce sont les chefs d'entreprise, ils se développent tellement mieux que quand ils sont au moins à l'état du pays. Alors, que préconisez-vous comme étant une politique publique, que ce soit du côté des jeunes, que ce soit du côté des autorités? Non, la politique publique, c'est là à vous expliquer, c'est pas facile. La politique publique, c'est l'État qui analyse la situation de l'emploi, la situation de l'industrialisation, la situation, je vous en avais parlé dans une ancienne émission, sur le problème par exemple de la toxicomanie. Tout ça, c'est les politiques publiques. Donc l'État fait une analyse et comment nous allons régler ce problème, comment nous allons créer des emplois, comment nous allons industrialiser. Et c'est à partir de là qu'on définit la politique publique, donc de dire on va faire ça, on va créer ci, on va mettre ça en place, etc. La politique publique, elle est donnée ensuite au ministère, au gouvernement, à la mise en œuvre. C'est la stratégie de la mise en œuvre et la mise en œuvre. Et après, on définit les textes et les lois. C'est après qu'on définit les textes et les lois. Quand vous avez fait le code minier en 2000, le premier code minier qui a été fait en 2002, vous avez fait les lois avant d'avoir défini la stratégie du secteur minier.
C'est ce que je dis aujourd'hui. Et je reviens à la création d'emplois. On fait des actions parce que les bailleurs de fonds disent on va vous aider là-dessus, etc. Mais on n'a pas défini quelle est la politique publique en matière de création d'emplois. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le problème des jeunes? Quel est le problème du développement dans les provinces? Quel est le problème de la force de logistique? Quel est le problème financier? Tout ça, c'est des éléments. Dans la politique publique de l'emploi, il y a le problème des banques. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. La régie nous signale que notre État est tellement épuisé. Que préconisez-vous comme conseil, comme message d'interpellation à notre jeunesse, y compris aussi aux autorités compétentes, à celles qui sont au moins habilitées à pouvoir prôner le valeur de cette jeunesse congolaise? Mettez le moins de contraintes, d'accord, pour que les jeunes puissent se lancer, après avoir fait de l'entrepreneuriat, à comprendre comment on devient un entrepreneur, comment on va être dans 3, 4, 5 ans chef d'entreprise. Aidez-les à se mettre en place. Ne venez pas leur mettre des contraintes. Sinon, si vous mettez des contraintes, vous allez les décourager. Et ils vont rester dans d'autres activités. Deuxièmement, mettez en place, à travers d'autres ASBL, comme la mienne, je ne suis pas le seul à le faire, faites des sensibilisations pour les jeunes. Je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait sensibiliser 500 000 jeunes. Puisque le système éducatif ne le fait pas, le système universitaire ne le fait pas. Et donc, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et c'est là où je dis, eh bien, allez vers les ASBL, donnez la potentialité aux ASBL de faire de la sensibilisation. N'allez pas leur demander de faire des contraintes administratives, financières, comptables, etc. Laissez les gens s'aider mutuellement. Sensibiliser les jeunes. Et puis, le troisième point, mettez en place des logistiques, on va dire, pour que les gens puissent retourner dans les provinces, développer les zones agricoles, développer les zones minières, etc. Et puis le dernier plus, c'est la sensibilisation à la transformation. D'accord? C'est pas normal aujourd'hui, et ça c'est un de mes chevals de bataille, que dans le secteur minier, les artisans miniers ne sont pas capables de faire un lingot d'or, de fabriquer des savoirs. C'est facile à faire un lingot d'étain, à faire eux-mêmes des objets fabriqués à base de nos matières premières. Voilà. Merci beaucoup pour une bonne politique transformationnelle à ce qui concerne moi, notre jeunesse, pour relever les défis, surtout redresser encore nos têtes longtemps courbées. M. Jean-François nous a proposé juste 4 pistes: la formation, mettre en valeur et la chaîne de valorisation. Ensuite, c'est juste question de pouvoir sensibiliser le jeune pour que le jeune soit à mesure de prôner surtout les valeurs culturelles, les valeurs industrielles, les valeurs économiques de la République démocratique du Congo. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous vous disons merci pour votre attention, fidélité à cette émission. Portez-vous bien, bon début de la semaine. On se retrouve le mercredi à 16h pour la bonne nouvelle émission et surtout avec des nouvelles informations. Portez-vous bien, au revoir.